régie, c'est parti. Ok. Bon, là, on va pouvoir démarrer. Bien, alors on va commencer. Merci beaucoup d'être là. Je vais commencer par des remerciements chaleureux parce que vous êtes donc 3 listes au municipal sur 7 qui ont bien voulu accepter de participer à ce débat contradictoire. Je vais en dire un mot tout à l'heure. Voilà, on regrette beaucoup l'absence des autres, vous aussi sans doute, les absents ont toujours tort, comme tout le monde sait. Et moi, je suis donc chargé d'introduire ce débat avec un mot que vous avez tous reçu, mais que je vais répéter parce que nos millions de téléspectateurs en Australie n'ont pas pu recevoir ce papier que je vais donc me permettre de lire un peu comme à l'école, excusez-moi. Mais notre invitation a été donc diversement acceptée, refusée ou négligée. Et ça nous oblige à préciser un peu le point de vue que nous adoptons, puisque je suppose qu'il est pour quelque chose dans le refus ou la négligence des autres listes. Je vais représenter ce point de vue en 2 points, si vous voulez bien, et en employant ce gros mot de représenter, que vous connaissez bien, puisque vous cherchez les suffrages conditionnant la représentation municipale. Vous savez aussi à quel point cette représentation est aujourd'hui l'objet d'innombrables disputes. J'ai là quelques papiers devant moi qui en font foi, et c'est une toute petite partie de ce qu'on peut lire dans la presse ou dans les livres aujourd'hui. La représentation donc est très disputée, et la présence à mes côtés d'un représentant d'Anticor, en la personne de M. Brécy, est d'ailleurs une illustration de cet état actuel de la représentation très disputée donc. Depuis les négations les plus radicales du type élection piège à con, comme vous savez, jusqu'aux essais d'aménagement les plus inventifs, alors j'en ai répertorié quelques-uns, anciens ou récents, tirage au sort, conférence citoyenne, commission nationale du débat public, en France en tout cas, convention citoyenne, échantillon représentatif, conférence de consensus, budget participatif, démocratie délibérative, grand débat national à la suite des Gilets jaunes, ou encore la proposition expérimentale que j'ai découverte récemment d'organiser d'abord des élections sans candidat pour s'assurer que le mandat prime sur qui l'occupe. Bref, notre débat d'aujourd'hui s'inscrit dans une longue marche qui nous précède de beaucoup et dont nous sommes loin de voir la fin. Représenter ne va nullement de soi. C'est mon premier point, en espérant qu'à votre tour, vous pourrez en tout cas en tenir compte en éclairant avec nous ce problème de représentation. Le deuxième point concerne donc la définition de cette expression débat contradictoire qui est plus ou moins satisfaisante. Pas question ici évidemment de concurrencer vos actions de campagne à tous, encore moins de jouer à je ne sais quel tribunal, même si Alain Brécy est un ancien magistrat, et encore moins non plus à jouer à je ne sais quel parlement. Nous ne cherchons pas davantage le débat, voilà pourquoi j'hésitais sur ce mot de débat, tel qu'on ne cesse de le caricaturer, le spectacle de supposés représentants monologuant en temps compté devant de supposés représentés, lesquels sont réduits au pire à la passivité ou au mieux à l'assistance d'applaudissements ou de huées. Si vous participez à des débats officiels, enfin médiatiques, vous en saurez quelque chose bien sûr. Alors notre visée à nous consiste en amateur, non pas à remplacer tout ça, mais à ouvrir ce qui nous semble, ouvrir à ce qui nous semble manquer à tout ça, à savoir la confrontation de points de vue exposés au nom de leurs mérites propres, s'il vous plaît, force et faiblesse ainsi offertes à la discussion. On ne saurait discuter en effet de l'indiscutable, à quoi se résument affiches, slogans, promesses, évidemment bien intentionnés. J'en ai là quelques exemples. C'est donc le second point. Nous attendons de ce débat ce que j'espère chacun de vous pourrait attendre, c'est-à-dire l'occasion de déclarer positivement ce qui vous persuade de vous présenter,
en vous distinguant précisément des autres, autant que vous sachiez ce qui les anime comme vous, avec ou contre vous. Voilà, double difficulté pour ce débat. Je comprends pourquoi Julie est tellement tendue. Double difficulté, la représentation et le débat contradictoire. Si c'est bien ce qui nous rassemble, si vous acceptez de bien vouloir me suivre sur ce point, je propose de commencer par une question qui me semble venir à l'esprit de tout citoyen ou citoyenne à la lecture de vos papiers ou de vos affiches. Il me semble qu'un spectre hante tous ces papiers ou ces affiches. C'est Bergerac, les Bergeracois, les Bergeracoises, le Bergeracois. Voilà, peut-on préciser ce que vous entendez par là? En d'autres termes, et je terminerai là-dessus, en quoi consiste ce qui vous semble le centre de vos intérêts, ce qui semble à tous le centre de vos intérêts? Je suppose qu'on vous croit, on vous croit sincère en disant que vous comptez travailler pour les Bergeracois. C'est donc la provenance et la destination de vos candidatures, mais comment peut-on nuancer ce centre de vos préoccupations à la lumière de vos différences? Voilà. J'ajoute qu'on va donc essayer de s'échanger la parole, de se la passer, non pas de faire des monologues. Peut-être que, Alain, tu pourrais commencer par un tout petit mot, s'il te plaît, pas comme tu as l'habitude de faire de trop longs mots, mais pour présenter Anticorps, que je n'ai pas fait, j'ai cité, mais peut-être tu pourrais dire très vite pourquoi tu es là. Oui, bonjour. Donc, je suis administrateur et co-référent d'Anticorps Dordogne. C'est une ONG qui s'est créée en 2002. Elle s'est créée en réaction à ce qui s'était passé à l'élection présidentielle de 2002 et des questionnements que cela pouvait avoir sur le fonctionnement de la France. Cette association a cru devoir poser comme premier paramètre du mal français. Je vais rappeler qu'en 2002, parce que tout le monde n'est pas au courant, il y a des gens qui n'étaient pas nés en 2002. En 2002, c'est la première fois qu'en France, au deuxième tour des élections présidentielles, se sont affrontés un candidat d'extrême droite et un candidat dit normal, c'est-à-dire de droite en l'occurrence, sachant que le candidat de gauche avait été éliminé au premier tour. Il était le Premier ministre d'ailleurs du président en question. Voilà. 2002. Donc effectivement... Anticorps n'était pas content de ça. Il n'était pas content de ça, en tout cas s'est posé la question de savoir pourquoi une partie des Français étaient protestataires sur des bases qui paraissaient un petit peu éloignées des principes de la République. Moi, je n'étais pas là à cette époque, effectivement. J'étais tout juste né. Et bon, ils ont posé comme paramètre explicatif la corruption. Et puis, ils ont compris tout de même qu'il fallait aller un peu plus loin, qu'il fallait parler de l'éthique en politique. Et donc, sur ces deux thématiques, l'association n'a eu de cesse que de faire des procès un petit peu médiatiques sur des personnages politiques qui avaient un petit peu dépassé la ligne, un petit peu beaucoup dépassé la ligne rouge et qui devaient se retrouver devant le tribunal correctionnel. Sur le plan juridique. Sur le plan juridique, sur le plan judiciaire en fait. Et puis d'un autre côté, essayer de voir dans cette structure française qu'est-ce qui pouvait pécher et qu'est-ce qui amenait les Français à cette crise majeure de confiance qu'ils ont vis-à-vis du monde politique. Il s'est passé des choses entre le XXe et le XXIe siècle qui font que aujourd'hui, je pense qu'une grande majeure partie des Français n'ont plus confiance dans les institutions. C'est par là que j'ai commencé, à propos de représentation. Alors dis-moi donc, Anticorps pour les municipales propose une charte, je crois. Alors, on a proposé une charte en 2014, qui était un texte un petit peu précontrait et qui exigeait une signature. Là, on est arrivé à 30 engagements dont on parlera peut-être tout à l'heure. En France, absolument. Ça fait pas beaucoup. Avec une petite différence, c'est que le conseil d'administration n'a pas voulu réitérer l'épisode des chartes. Et nous, en Dordogne, nous ne faisons pas une charte, mais les gens qui s'engagent sur Anticorps, on s'engage nous à les faire connaître. C'est-à-dire à dire voilà, vous avez signé, et donc vous êtes au courant tous les trois de l'existence de ce machin. Oui, bien sûr. Ce machin, de ce truc. Voilà.
Voilà. Voilà, donc l'une de vos réponses sera de dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette, non pas charte, mais enfin cet engagement. Cet engagement, oui. Qui est un engagement. Enfin bon, tout à fait. Un engagement. Bon. Très bien. Bon, qui veut commencer? Qui veut prendre la parole, comme dit un très bon livre? Qui veut prendre la parole? Moi, Allez, si vous voulez, d'abord, c'est Julie. quand même Julie. On va faire Non, mais c'est très vaste ce que vous nous, ce que vous nous présentez comme ça. Après, on ne peut que souscrire à la défiance des citoyens vis-à-vis du politique aujourd'hui. En même temps, il n'y a pas grand-chose d'étonnant non plus. C'est le discours politique aujourd'hui est un peu galvaudé. On annonce des choses, et des belles promesses et qui ne sont jamais appliquées. Donc effectivement, on ne peut pas non plus s'étonner de ce politique tous pourris, même si évidemment il n'y en a aucun d'entre nous ici qui va dire les politiques tous pourris. On part avec tous sincérité, je pense, dans cette aventure des municipales, en espérant qu'on puisse être exemplaire dans l'application de nos promesses et de nos actions. Ouais. Quand on dit tous pourris, tu veux dire on le pense sans le dire ou on le dit non, mais on le voit, monsieur. Oh, non, mais tous pourris, c'est ce qu'on entend dans les urnes, déjà, tous pourris. Oui, non, parce que qu'est-ce qu'on répond à ça? Je veux dire, c'est pas vrai que ce soit tous, mais c'est peut-être quelques-uns. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Parce que quand même, moi, je crois qu'il y en a quelques-uns, c'est pourri. Je pense à Cahuzac qui dit je ne mens pas. Enfin, aussi, mais je vous le dis les yeux dans les yeux, je ne mens pas. Oui, c'est ça. On voit que ce mec est pourri, quoi. Bon, corrompu, je sais pas quoi. Bon. Mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Non, mais des tous pourris, c'est mon ennemi, c'est la finance. Et de mener une politique qui est l'inverse de ce discours-là. C'est de dire on remet les citoyens au centre de tout et de voir tout ce mouvement qui vient de s'écouler là depuis 1 an et demi et de ne pas les entendre. Donc oui, cette défiance-là. Okay. Et c'est oui, on vous entend, mais pas vraiment, quoi. Il y a une bonne historienne que j'aime bien qui parle à propos des Gilets jaunes, puisque tu le cites là, elle parle de silenciement. Après, licenciement, non, silenciement. On les a rendus silencieux. Hein, on veut les faire taire. Bon, alors nous, on ne va pas silencimenter ici. Alors, Wilfried, Jonathan, vous y allez? Allez, je vais commencer. Oui. Donc, c'est qu'Anticor a commencé en 2002, et 2002, c'est le début de mon engagement politique. 2002, j'allais avoir 18 ans. Il était né lui aussi, mais jeune. C'est l'année de mes 18 ans, 2002. Voilà, et donc je n'ai pas pu voter au présidentiel étant né au mois d'août. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que le second tour de la présidentielle, j'étais au lycée à l'époque, et donc nous avons été manifestés, et puis j'aime bien comprendre un petit peu les choses, et donc j'ai commencé à regarder un petit peu la politique de plus près, et ça a été le début de mon engagement politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Excuse-moi, mais qu'est-ce qui déclenchait ça? Parce que tu n'aimais pas Jean-Marie ou bien sûr, Jacques. Évidemment. Ah, c'était Jean-Marie que tu n'aimais pas. Et donc, quand j'étais au lycée, avec tous les lycéens, nous avons été manifestés dans les rues pour le second tour de la présidentielle. Et donc ça, c'était important pour nous. On ne pouvait pas avoir le Front National qui arrive en tête au pouvoir en France. Pourquoi? C'est quelque chose qu'on a toujours combattu. Il y a quand même des idées qui sont complètement contraires aux nôtres. Sur l'immigration, par exemple, ou d'autres sujets sur lesquels étaient évoqués à l'époque. Et donc, quand on a 18 ans et qu'on veut comprendre un petit peu la vie politique, puisque la politique, c'est un petit peu aussi la loi qui est décidée par les députés, par les sénateurs, qui est votée en Assemblée. Et donc, c'est quand même l'ensemble des lois qui sont votées qui font notre quotidien. Voilà. Et donc le quotidien français, c'est l'ouverture au monde, c'est celui auquel je crois. Et donc j'ai regardé la politique de plus près à ce moment-là. Okay. Et donc j'ai regardé ce que faisaient les politiques de droite comme de gauche à ce moment-là. Et puis c'est vrai que je me suis davantage retrouvé à l'époque dans ce qui était l'UMP, dans lequel je me suis engagé. Et je me suis engagé, j'ai été plusieurs fois candidat à des élections différentes. Mais ce qui est important pour moi, et c'est vrai, hein, tu l'as dit tout à l'heure Julie, c'est vrai que la probité c'est quand même quelque chose de très très important pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on montre les élus à chaque fois qu'il y a un problème. On vient de le voir encore à Paris hier. Dès qu'il y a quelque chose qui peut être illégal, c'est à ce moment-là qu'on parle des élus. Alors qu'il y a des milliers d'élus dans la France qui font un travail formidable. Celui qui se lève tous les matins pour aller aider une famille, pour accompagner une famille sur un emploi, accompagner une famille sur un logement. On a vu lors des inondations, lorsque à 6 h du matin, on se retrouve avec les bottes à aller reloger des enfants, des parents, des papis et mamies, parce qu'ils ont de l'eau, 50 cm d'eau dans leur maison.
Oui, ça c'est les élus du quotidien, les élus de terrain que nous sommes. Et c'est ceux-là que je préférais qu'on mette en avant le plus souvent possible dans la presse, et pas simplement quand il y a un élu qui a dérapé, qui a fait quelque chose d'illégal, mais qui doit être condamné pour cela. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je veux dire, pour corriger cette tendance, en effet, je crois que vous avez raison, au spectaculaire et au machin, aux paillettes, pour que la presse soit un peu plus raisonnable. On peut faire quelque chose. Je ne dirais pas que la presse doit être plus raisonnable, que la presse dénonce. Quand il y a des faits à dénoncer, c'est normal, c'est le rôle de la presse aussi. Mais de temps en temps, elle peut aussi mettre un petit peu plus en avant les élus qui sont sur le terrain, qui font un travail au quotidien et de proximité. Et je crois que c'est ça qui est important aussi, que les citoyens se rendent compte que les élus, non, ce ne sont pas tous des pourris. D'accord. Il y a des élus qui sont engagés, qui prennent du temps sur leur vie familiale, sur leur vie professionnelle, pour le quotidien des personnes sur le terrain. Alors, M. Perronnet, vous avez été, non pas interpellé, mais en fait, ça doit vous parler quand même. On a beaucoup parlé de 2002. Jean-Marie Le Pen, c'était le Front National. Maintenant, c'est le Rassemblement National, où vous vous appelez les assemblées des droites nationales. Vous n'êtes plus au Front National ou au Rassemblement National. Mais enfin, vous touchez... Et je n'y étais pas à l'époque. En 2002, je n'y étais pas. D'accord. Alors, bon, vous répondez quoi à cette histoire de 2002 qui, paraît-il, a traumatisé tout le monde? Je peux comprendre que des personnes soient traumatisées, comme vous le dites, par l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour des présidentielles. Mais il n'a pas fait un putsch. Oui. Il l'a fait par les urnes. Oui, oui. Il a eu 18%, si je me rappelle bien, des Français qui ont voté pour lui, pour qu'ils atteignent le second tour. Oui. Donc voilà, il faut le jeu des élections. Tout à fait, il faut respecter la volonté d'une partie du peuple français qui a décidé de le porter au second tour. Après, on peut ne pas être d'accord avec ça. Moi, à l'époque, je n'étais ni adhérent et ni votant pour Jean-Marie Le Pen. Donc, j'ai aucun problème. Je n'étais pas d'accord avec les idées de Jean-Marie Le Pen. Donc, il n'y avait aucun souci pour moi à cette époque-là. Et à cette époque-là, je n'avais pas voté pour Jean-Marie Le Pen pour le second tour, par exemple. Mais le jeu démocratique fait qu'on doit l'accepter. Anticor est né donc en 2002 après ce chamboulement. Oui. Très bien, mais par exemple en 81, quand il y a eu le chamboulement de l'arrivée du socialisme à la tête du pays, personne n'a été étonné de cela. Il n'y a pas aucune commission qui a été créée pour dire qu'est-ce qui se passe, le paysage français. Ça faisait longtemps qu'il était candidat quand même. Oui, tout à fait, mais Jean-Marie Le Pen aussi. Jean-Marie Le Pen avait été plusieurs fois. Avec les résultats. Mitterrand était toujours éternel second. Tout à fait, oui. Mais voilà, c'était donc une accession effectivement au second tour, mais voilà, il fallait le respecter, comme quelques années après, quand le Front National n'a pas été au second tour, il a fallu que les électeurs du Front National le respectent. D'accord. Et il le faut. C'est le jeu démocratique, c'est comme ça. Personne d'entre vous ne conteste l'élection. Je veux dire, l'idée que la démocratie se confond avec l'élection, ça vous va? C'est un truc que vous ne contestez ni les uns ni les autres. Qu'est-ce que vous entendez par là? Aujourd'hui, quand on est élu, on est démocratiquement élu. Moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est pas vrai, que l'élection n'a rien de démocratique. Mais je conçois qu'on puisse le penser. Donc, je veux m'assurer que tous les trois, puisque vous cherchez les suffrages aux élections, évidemment, vous êtes plutôt pour, mais vous n'avez aucune réserve là-dessus, sur le fait que l'élection, c'est la preuve de la démocratie. C'est une consultation citoyenne, maintenant qu'elle se limite tous les 5 ans ou tous les 6 ans, c'est peut-être ça qu'il faut revoir. Ah. Mais je pense que oui, un passage aux urnes, c'est aussi, c'est aussi écouter le résultat de ces urnes. Et puis remettre plus régulièrement aussi sa parole en question avec des référendums, je pense, notamment des référendums locaux, départementaux ou nationaux. Et, il faudrait voter tous les combien pour que ce soit... Je pense que sur les grands projets de société, ou sur les grands projets, là on parle de local, sur les projets d'aménagement, oui. Pas faire sans, mais faire avec. Et de demander aux Bergeracois, aux citoyens de participer à ça et de demander leur avis. L'élection, c'est démocratique, puisqu'on demande à tous les citoyens de se prononcer. Donc c'est forcément démocratique. Enfin, après, il y a le temps il y a le temps de la campagne et il y a le temps du mandat. Le temps de la campagne, c'est on va chercher les électeurs, on leur explique les choses. Et donc la démocratie, elle est à ce moment-là, au moment où les citoyens viennent voter. Après, il est certain... dire on demande aux citoyens, moi je veux bien, mais il faudrait aller un tout petit peu plus loin parce que je regrette.
hein, tous les résultats des élections sont en général, sauf au Conseil constitutionnel une fois, mais les journalistes ne le répercutent jamais, le suffrage universel, ça s'appelle les inscrits, les électeurs comme inscrits. Or, les résultats des élections, les 18% dont vous parliez, c'est sur les votants, c'est jamais sur les inscrits. Je rappelle que le vainqueur des élections depuis très longtemps dans notre pays comme dans d'autres s'appelle l'abstention. C'est pas du tout... Alors, quand on dit on demande aux citoyens, moi je dis, bon, il faut quand même préciser un peu le contexte, les circonstances, les conditions. En voilà des conditions, et si l'élection est démocratique, alors c'est l'abstention qui doit gouverner. Il faut rappeler quand même que tous les inscrits peuvent aller voter. Il faut le rappeler, hein, ils peuvent aller voter. Donc après, c'est un choix de s'abstenir. Celui qui s'abstient, il peut aussi faire, comme nous aujourd'hui, se présenter aux élections. Créer une liste, créer une dynamique, et essayer de regrouper un maximum de personnes qui s'abstiennent en disant, voilà, c'est vrai qu'on s'est abstenu à certaines élections, mais maintenant, nous voulons décider. Nous voulons vous proposer une alternative. À un moment donné, chacun doit aussi prendre ses responsabilités et aller se confronter à l'électeur. Et le temps du mandat, vous m'avez pas laissé finir, le temps du mandat, c'est celui de la concertation. Pendant tout le mandat, on peut continuer à aller vers les citoyens de façon à leur demander leur avis. On l'a vu, nous, pendant le mandat, à travers les rencontres de quartier, où les gens nous font des remontées. Et on le voit ici dans notre campagne actuelle. Ça fait plus d'1 an qu'on a annoncé notre candidature, que nous sommes sur le terrain. Nous avons réalisé des tables rondes, vous l'avez dit tout à l'heure. Et nous continuerons, une fois élus, cette concertation avec les habitants. Et dès le mois d'avril 2019, notre premier journal de campagne, nous annonçons une méthode de co-construction avec les habitants à travers des commissions participatives, des commissions action-projet, de façon à permettre à tous d'être acteurs pendant le temps du mandat. Et c'est ça qui est important aussi. Et d'ailleurs, nous l'avions annoncé dès l'annonce de candidature, dès le mois d'octobre 2018, avant même la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes est passée par là, il faut dire ce qui est. Les Français demandent plus de transparence aux politiques. Et donc à nous de leur donner cette transparence-là, en donnant un maximum d'informations, un maximum d'éléments à l'ensemble des citoyens. Que tout soit accessible via l'outil informatique aujourd'hui, mais celui qui n'a pas l'outil informatique, il peut aller demander en mairie l'ensemble des documents. À chaque fois qu'il y a une étude qui est demandée par la mairie, elle doit être accessible à tous. Toutes les délibérations doivent être accessibles à tous. Tout le budget doit être accessible à tous et compréhensible par tous. Les délibérations aussi, accessibles à tous. Mais bien sûr, c'est important. Et alors les conseils municipaux vont être très chargés. Il va y avoir 500 citoyens bergeracois qui vont délibérer avec vous. Non, ils ne vont pas délibérer avec nous, mais qu'ils aient l'accès à l'information quand même et les délibérations, ça c'est quand même très important. Ouais. Pour revenir, une petite incise là, pour revenir à ce qui a été dit sur la participation des électeurs périgourdins au scrutin, moi il y a effectivement, aux dernières élections qui étaient les législatives de 2017, il y a eu 51% d'abstention. Mais tout de même, on oublie de dire que 12% de la population des inscrits s'est déplacée pour voter nul ou blanc. Ce qui était historiquement jamais arrivé dans ce département de la Dordogne. Il y a d'ailleurs des communes qui ont voté 20% nul ou blanc. Donc cette partie de la population qui s'ajoute aux abstentionnistes doivent interpeller les candidats à des élections quelles qu'elles soient. Alors, sur cette affaire d'élection, je ne pense pas que la démocratie se prouve au moment de l'élection. Elle se prouve à l'acceptation des résultats. Mais elle se prouvera, la démocratie, au moment des votes, le jour où il y aura par exemple la proportionnelle, où il y aura effectivement le compte, la prise en compte des bulletins de l'abstention, des bulletins nuls, des bulletins blancs. Là, ils sont comptés, hein, rassurez-vous. Oui, mais le Conseil constitutionnel les compte. Ils sont comptés, mais effectivement aujourd'hui vous avez... Blanc, nul, abstention, ils sont décomptés dans le général. Après. Par exemple, pourquoi on ne pourrait pas penser que les gens, pour pousser les gens à aller quand même voter, même ceux qui veulent s'abstenir de voter pour tel ou tel candidat, il y a cette liste à Bergerac, les Bergeracois peuvent ne pas être, avoir envie de voter pour un des 7 candidats. Pourquoi ne pas leur donner le pouvoir de voter abstention, avec un bulletin abstention, et de le comptabiliser? Que se vayan todos, disent les Argentins. Il y a un bulletin de vote, en Russie aussi d'ailleurs, qui s'en aillent tous, contre tous. Ouais. Mais la démocratie, ça existe dans le monde, y compris avec la proportionnelle.
Et que je sache, ça n'a pas résolu le problème de ce qu'on disait, la méfiance, l'absence de confiance dans les élus. Bon, on l'a vu quand même. La méfiance des gens, elle vient... On ne va pas trop foncer là-dessus parce que c'est une grave question. Enfin, c'est une question qui nous entraînerait trop loin. Mais moi, je suis très, très frappé de voir que le triomphe de M. Macron à son élection est suivi des législatives qui ont fait aussi un triomphe pour son parti qu'il venait de créer. Non, mais bon, admettons. Hein, relatif. Admettons. Ce triomphe, un an après, les gens lui crachent à la gueule. Enfin, j'exagère, mais bon, ils disent Macron démission, machin. C'est moi, ça me frappe, ça. C'est comment les mêmes qui un jour disent vive lui, le lendemain disent ah bah lui, quoi. Bon, c'est bizarre. Ça se voit aussi au plan local. Hein. Oui. Au plan local, en 2008, on sait très bien pourquoi Dominique Rousseau est arrivé au pouvoir. Il a abattu Daniel Garrigue. Il y avait des gens, on n'a pas voté pour, on a voté contre. Et vous revenez 6 ans après, on remet, les Bergeracois remettent en place la personne qu'ils ont expulsée de la tête de la ville 6 ans avant. Donc ça se prouve aussi au plan local. Qu'est-ce que vous en tirez? Les gens sont fous, pas raisonnables, ils changent d'avis comme de chemise. Non, alors, après, il ne faut pas comparer toutes les élections. C'est-à-dire qu'en fonction des élections, qu'elles soient législatives ou municipales, c'est très différent. N'oublions pas aussi que les législatives arrivant juste derrière les présidentielles, il y a un effet vague. Oui. C'est-à-dire, quelle que soit la couleur politique du président sortant, il y a une vague législative ça derrière. Aussi, ça fait partie des conditions qui faussent les choses. Oui, mais ce qui veut dire aussi aux législatives, vous disiez qu'il y a eu beaucoup d'abstentions, de votes nuls, blancs, etc. Mais n'oublions pas que la campagne est très courte entre la présidentielle et la législative, que certains candidats se mettent une couleur politique simplement pour être élus à ce moment-là. Parfois et donc, parfois ils en changent. Et donc, du coup, il n'y a plus cette relation directe du politique en tant que moment de campagne électorale à la rencontre d'un maximum de personnes, et puis l'élection. Alors que là, sur les municipales, c'est très différent, et vous verrez qu'au municipal, on aura beaucoup moins d'abstention que sur les élections législatives précédentes, parce qu'il y a... Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, les gens sont beaucoup plus intéressés par les municipales, ont un contact beaucoup plus direct avec leurs futurs élus, qui sont des élus de terrain. Ce n'est pas un élu comme législative, comme certains qui sont à Paris la plupart du temps et qu'on ne voit jamais sur le terrain. Il y a d'autres députés par le passé qui ont été beaucoup plus présents sur le terrain que ne l'est le député actuel. Et puis ensuite, n'oublions pas qu'il y a un changement de génération. Vous parliez des 7 listes tout à l'heure, il y a un changement de génération qui s'opère à Bergerac aujourd'hui. Le futur maire ne sera pas un maire qui a déjà été maire par le passé. C'est ça. Il y a de nouveaux élus, de nouveaux candidats qui arrivent, et ça c'est plutôt intéressant. Et les dans sa liste, on le sent sur le terrain. Il y a quand même beaucoup de sortants. On le sent sur le terrain aujourd'hui, où les gens regardent beaucoup. Les gens regardent quand même l'ensemble des listes. Il y a des sortants, et heureusement qu'il y a des sortants sur pas mal de listes, ont des sortants, ou des personnes qui sont aujourd'hui élues, que ce soit à la région, soit au département, que ce soit dans les municipalités, des personnes qui ont déjà été candidates par le passé sur le territoire bergeracois. Et donc c'est plutôt intéressant parce que c'est aussi une expérience qui nous amène avec des connaissances et des compétences de la jeunesse qu'on retrouve sur toutes les listes aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut... donc, très bien, on a commencé large et on a resserré la focale sur le centre de notre affaire quand même. Est-ce que je peux vous demander de faire un gros effort, c'est-à-dire d'essayer de dire en peu de mots, mais aussi en quelques mots quand même, ce que donc vous entendez par Bergerac, Bergeracois, les Bergeracois, puisque c'est encore une fois ce putain de fantôme qui hante tous vos papiers, dont tout le monde fait semblant de savoir ce que ça veut dire, parce qu'évidemment vous n'allez pas dire je suis contre les Bergeracois, enfin, hein, en leur demandant de voter pour vous. Donc c'est quoi les Bergeracois? Bon, moi j'en suis un, enfin je suis du Bergeracois, comme on dit, j'habite par là depuis 40 ans, mais j'avoue que je ne sais pas trop ce que ça veut dire Bergerac. Si on me demande c'est quoi la spécificité de Bergerac, j'avoue que je serais bien embêté. Alors je ne veux pas vous embêter, hein, mais vous êtes quand même mieux placé que moi pour y avoir pensé, puisque vous réclamez les suffrages. Et voilà, ça m'intéresserait d'avoir des réponses là-dessus, et je pense que ça intéresserait tout le monde aussi. C'est compliqué. Ah bon, hein, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué alors que tout le monde en parle. C'est très large. Non, mais c'est très vaste comme... Le Bergeracois, c'est un territoire. Les Bergeracois, c'est les citoyens. Il n'y a pas une spécificité de... Je ne sais pas, moi, les Bergeracois, c'est donc pas le territoire d'à côté, quoi.
Bergeracois, moi, à mon sens, c'est un territoire qui était un territoire industriel et qui a été complètement déserté, notamment par les entreprises d'État, et qui aujourd'hui est dans une grande souffrance. Post-industriel, donc, on souffre de ça, ok. Je pense, oui, au niveau de l'emploi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tourisme, ce qui est quand même, c'est très saisonnier en termes d'emploi et d'agriculture. En dehors de ça, les jeunes, et même les Bergeracois trouver du boulot aujourd'hui, on n'écrit plus à Bergerac. D'accord, l'emploi, c'est pas le côté misère de l'emploi, enfin, insuffisant. Mais du point de vue positif, il n'y a pas quelque chose qui... Je veux dire, on n'est pas seulement un territoire qui souffre. Non, on reconnaît que c'est vrai. Hein, heureusement que non. Non, mais Bergerac, c'est notre ville. C'est la ville qu'on aime. C'est la ville où on a souhaité s'investir, que ce soit professionnellement, familialement. Alors bon. C'est parce qu'on y est né. Mais alors moi, pour ma part, j'y suis né. J'ai fait mes études et je suis ravi de m'y engager politiquement. Mais Bergerac, c'est tout un bassin de vie, c'est un bassin d'emploi, c'est toute une gastronomie, c'est toute une culture aussi, la culture bergeracoise, Cyrano de Bergerac. Mais Cyrano de Bergerac, mais oui, c'est ça fait partie. Parlons-nous là. Ça fait partie aussi de la culture. Celui de la région parisienne ou celui de. Mais on va rester sur celui-ci, celui où il y a aussi la partie viticole. Tout à fait. Toute la partie viticulture. Tout à fait. On a à Bergerac toute la partie viticole. Et donc ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que Bergerac est connu dans la France entière, aussi pour sa partie viticole, mais également pour Cyrano, qu'il faut dire ce qui est. Et donc, à nous aussi d'en faire un atout, alors un atout touristique, un atout également pour l'emploi, pour la création d'emplois sur le territoire. Alors on parlait d'industrialisation, effectivement, il y a toute une partie industrielle qui a existé à Bergerac. Elle existe encore aujourd'hui, on a encore de la mécanique de haute précision à Bergerac, on a encore des emplois industriels à Bergerac, et heureusement, on a toute une partie emploi de service que l'on a à Bergerac. On a des associations aussi dans tout ce qui est lié au handicap, par exemple, de grosses structures. On a des collectivités aussi. On a l'hôpital de Bergerac, on a l'industrie. Alors, même si on va un petit peu plus loin que le territoire bergeracois, vous avez des gens qui habitent Bergerac et qui vont travailler en extérieur, comme Polyreil, par exemple, sur Couze. Il faut évoquer aussi tout ce pan industriel-là. Donc Bergerac, c'est tout ça. Bergerac, c'est sa culture. Alors sa culture également à travers les médias. Canal Pourpre fait partie aussi du rayonnement de Bergerac. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui vous regardaient jusqu'en Australie. Donc vous imaginez le rayonnement de Bergerac. Donc c'est important. Et donc ce rayonnement-là, c'est à nous de faire en sorte qu'il puisse être le plus important possible. Non mais je plaisantais à propos d'Australie. Moi j'en doute bien et je plaisantais aussi. Bon, alors, Julie a l'air plutôt plus sombre que... Non, c'est pas être plus sombre, bien sûr. Moi aussi, je suis d'un Bergerac et j'aime cette ville. Voilà, c'est dans... et que on a un patrimoine hallucinant et un environnement de dingue. Et voilà, ça, je suis amoureuse de ma ville. C'est sûr. Oui, c'est pas René. Oui, je partage les deux idées de Bergerac et du Bergeracois. C'est ça le problème, vous êtes toujours tous d'accord, mais pourtant vous n'avez pas vous présentez les uns contre les autres. C'est embêtant, ça. Ouais, après, il y a l'appartenance à un parti politique, à des idées, à un courant, à un mouvement qui font qu'on peut avoir certaines différences. Oui, non, l'ADN, c'est simplement local, c'est un nom, il fallait un nom, il y a un nom. Mais non, Bergeracois, effectivement, si on prend au sens large, effectivement, si on parle des Bergeracois qui travaillent sur Polyreil ou aux papeteries de Condat, effectivement, les gens peuvent vivre sur Bergerac, mais n'y travaillent pas. Après, la ville de Bergerac elle-même, effectivement, parler de Cyrano, effectivement, ça peut être un petit peu mensonger, puisqu'effectivement, c'est une vue... c'est M. Rostand, hein, c'est pas tout à fait, le pauvre Cyrano de Bergerac n'est pour rien dans cette affaire. Mais après, effectivement, on peut y être né, s'y engager parce qu'on y est né, parce qu'on y vit. Il y a des candidats qui ne vivent pas sur Bergerac et qui s'y présentent, donc il faudrait leur demander pourquoi ils se présentent sur Bergerac. Ça, c'est le cas aussi. Mais effectivement, quand on y est né, quand on y a, par exemple moi, si je parle de mon expérience personnelle, mon grand-père maternel a été un des cofondateurs des abbayes bergeracoises, donc forcément, depuis ma plus jeune enfance, j'ai ça dans la tête. J'ai Bergerac, forcément, on me l'a mis dans mon biberon, je vais dire, tout simplement. Donc effectivement, on est quand même trois, là, et aujourd'hui on se présente sur Bergerac, donc on ne se présente pas à Périgueux. Excusez-moi de demander un peu d'approfondissement, mais peut-être la question est idiote, peut-être, mais ce local que vous décrivez me paraît à l'image d'à peu près n'importe quel territoire en France ou ailleurs. Je veux dire, on sait que la situation en Europe, post-industrie, problème de chômage, voilà, sûrement le tourisme là où il y en a, bien sûr. Mais bon, si j'insiste en disant, est-ce qu'il y a une spécificité bergeracoise?
vous ne la diriez pas. Alors après, il faut quand même regarder Bergerac sur son territoire global. Oui, Donc, oui. on avait vu qu'en France, il y a quand même Paris qui quand même rayonne dans le monde entier. On a de grandes métropoles aujourd'hui sur le territoire français qui rayonnent d'un point de vue européen. Et autour, on a des communes, des agglomérations qui, autour de ces métropoles, essayent d'avoir une attractivité la plus importante possible. Ouais. Et on a des territoires, alors si on prend nous, la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux aujourd'hui, Bordeaux attire. Bordeaux attire des capitaux, Bordeaux attire des chefs d'entreprise, Bordeaux attire des personnes qui souhaitent venir habiter à Bordeaux. Et donc à nous, villes autour de la métropole bordelaise, comme Angoulême, comme Marmande, qui ont contractualisé avec Bordeaux Métropole, à nous d'être aussi force de proposition et de pouvoir réagir face à cette métropolisation. Et c'est à travers nos atouts. Et donc on remet, nous, ville moyenne, on remet nos atouts le plus important possible. Et c'est vrai que pour nous, c'est la gastronomie, c'est la culture, c'est la viticulture, c'est l'industrie, dans ce qu'elle peut faire encore ici à Bergerac. Mais voilà toujours, nos atouts. Toujours dans le cadre de la centralisation bien française, monarchique à mon avis. Enfin, hein, c'est toujours, on doit être attractif parce que c'est la capitale, parce que c'est la métropole, et donc il faut grappiller les quelques miettes que nous laisse cette centralisation. On va la reproduire ici, alors Bergerac va être la métropole pour la Linde, ou je sais pas quoi, pour l'Imbra. Il y a déjà la CAB. Hein. Non, parce qu'on ne sera pas ça, parce qu'on a un territoire, certes, on a la ville plutôt urbaine, Bergerac, et puis on a un territoire rural autour de Bergerac. Et aujourd'hui, nous travaillons tous main dans la main, via l'agglomération. Et il faut dire ce qui est, c'est à les 38 communes de l'agglomération, on travaille tous ensemble dans l'intérêt du territoire. Quand il y a un aménagement d'une crèche sur Saucignac, c'est pour tout le territoire que ça favorise quand même son épanouissement. Donc on travaille tous ensemble à l'intérieur du territoire. Je fais allusion à ce qu'on appelle maintenant le municipalisme. J'ai sous les yeux une double page du Monde sur ce thème, le municipalisme ou la commune au pouvoir. Donc, il y a tous les fameux collectifs citoyens, il y a des exemples en France, la ville de Saillant, Commercy, etc., où on dit il y en a marre de ce schéma monarchique en France, hein, où toutes les voies ferrées mènent à Paris, enfin bon. Et le municipalisme, même si c'est une petite histoire, enfin, ça consiste à dire voilà, on va peut-être prendre les choses en main quoi, au niveau municipal. Et si c'est, puisque je pense à ça, c'est dans cette perspective que je vous demande, ouais, qu'est-ce que ce serait le propre d'une commune qui serait bergeracoise au pouvoir quoi, qu'est-ce qu'elle ferait? On a parlé vaguement de délibération comme tout le monde, et de participation, etc. Mais enfin, j'ose pas dire concrètement, parce que c'est un truc idiot, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce sens d'un retour de souveraineté, si je peux dire, sur le plan municipal, quoi, hein? Est-ce que vous y avez pensé à ça? Pardon. Allez-y, pardon. Quand on parlait d'ailleurs d'industrie, depuis mon plus jeune âge, je suis né en 73, j'ai toujours entendu dire que Bergerac était très attractive pour l'industrie. On se rappelle de Michelin, on se rappelle de Ford de Blanquefort, devait venir à Bergerac en premier. Ils sont partis après à Blanquefort. En 2012, une entreprise voulait reprendre une partie de la SNPE pour y fabriquer un additif diesel. Ça n'a pas plu à certains ministres à l'époque. Ils sont partis dans la banlieue de Montréal et ils ont créé 850 emplois. Bergerac a toujours été très attractive pour le monde de l'industrie. Donc si on n'a pas réussi à capter... Enfin, Ford, ça s'est un peu cassé la gueule maintenant. Oui, mais enfin pendant quelques années, ça ne s'est pas cassé la gueule. Ouais. Et à l'époque, personne ne pouvait dire qu'effectivement, 20 ans ou 25 ans après, ça allait effectivement péricliter. Mais à l'époque, c'était un projet. Bergerac, on devait y fabriquer la boîte de vitesse de la dernière Ford Escort. Exactement. Donc ils sont partis après Blanquefort. Donc Bergerac a toujours été très attractif. Donc si on n'a pas réussi à capter cette industrie, c'est que ce sont et les élus et les forces politiques et puis travaillant dans ce secteur qui n'ont pas réussi à les capter, à les retenir. Donc, après, c'est quand même aussi la volonté, à un moment donné, l'énergie mise en place par les élus pour aller chercher des emplois. Quand le maire de Bergerac, Daniel Garrigue, se déplace à Paris avec le président du département et de la CAB pour avoir de l'emploi à la broderie sur l'année 2020 puisqu'il n'y a pas de commande, c'est une vraie volonté des élus d'aller sur place, d'aller récupérer de l'emploi. Donc c'est à nous aussi les élus, hein, une fois en responsabilité, à nous d'aller chercher dans les ministères et autres les emplois sur le territoire.
Là, on l'a vu, alors ça a été un coup de com' fait par le gouvernement, l'annonce d'ouverture future à Bergerac, pourquoi pas, de la Direction Générale des Finances qui mettrait un service à Bergerac. Donc on ne sait pas quoi, on ne sait pas pour combien d'agents, on ne sait pas à quel moment. Alors c'est vrai que c'est un coup de com' au moment des municipales, on a l'habitude avec le gouvernement, mais à nous d'aller chercher ces emplois-là à Paris, s'il faut, pour les ramener sur le territoire. Oui, attends, je ne comprends pas l'intérêt du gouvernement par rapport aux élections municipales à Bergerac, parce que... Bah, n'oublions pas quand même qu'il y a quand même pour des candidats... Priolo. Pas du tout, mais il y a quand même des candidats qui ont l'investiture ou le soutien La République En Marche à l'insu de son plein gré, il faut quand même le dire, puisque... C'est vous qui l'avez dit. Mais je préfère le dire parce que c'est une découverte... De quoi parlez-vous? Excusez-moi, j'ai pas compris. Et du coup, forcément, le gouvernement a besoin de faire des annonces sur certains territoires pour essayer de favoriser les voix à ses candidats. Souvenons-nous de la liste... il y a des candidats du gouvernement à Bergerac. Il y a une carte qui traîne sur Google sur ceux qui sont La République En Marche, mais sans mettre les logos sur leurs journaux. De la liste des mairies dont le tribunal de grande instance devait sauter en fonction de l'appartenance ou non d'un parti politique du maire sortant et à venir. Et la ministre de la Justice a légalisé cette liste en disant, mais oui, c'est une réflexion sur le territoire, donc ce que vous dites, cher ami, me paraît complètement, comment dirais-je, un petit peu inadapté par rapport à la situation. Oui. Ça, je voudrais revenir marquer juste une petite sur l'industrie, ce qu'a dit Jonathan. Moi, je veux bien entendre que l'équipe actuelle a travaillé auprès des ministères pour y faire venir ce Bergerac, faire venir de l'industrie, créer de l'emploi. Mais moi, je me rappelle, par exemple, alors Jonathan doit le savoir, ou peut-être pas le savoir, mais en 2007, j'ai envoyé un courrier à Daniel Garrigue, en août, où je lui proposais, il y avait une annonce dans la presse économique française, disant que la société Tesla Motors voulait s'implanter en France, en Europe d'abord, et de préférence en France. J'avais envoyé un courrier avec tout un dossier à Daniel Garrigue, lui proposant simplement de proposer la candidature de la ville de Bergerac, au moins avoir le cahier des charges. Je n'ai eu aucune réponse. Je l'ai donc proposé 2 mois après à Dominique Rousseau, qui était président de la CAB à cette époque. Il m'a reçu pendant 1h30 et il a lancé le dossier. Je peux vous prouver aujourd'hui, j'ai aujourd'hui le dossier qui me prouve que Dominique Rousseau avait lancé le projet. Il s'était approché du ministère de l'économie et des finances pour pouvoir rencontrer les dirigeants de Tesla Motors. Ça n'a jamais été fait puisque en janvier 2017, ça c'était en octobre 2016, et en janvier 2017, le président donc, Dominique Rousseau a été expulsé de la CAB. Donc ça a été enterré. Moi je veux bien que l'on dise qu'on a fait revenir, qu'on veut faire revenir de l'industrie, mais là il y en avait. Aujourd'hui, on est en 2020, Tesla vient de donc répondre favorablement à une demande dans la banlieue de Berlin. Donc sur les 3 usines Tesla qui doivent s'implanter en Europe, une va s'implanter dans les faubourgs de Berlin, il en reste 2. Comment ça se fait qu'on ait au moins, on n'ait pas demandé au moins le cahier des charges pour savoir si nous étions capables ou pas? Je ne peux pas vous répondre à cette question. Voilà, non, mais je demande. Moi, je veux bien. Après, il y a des effets d'annonce qui disent qu'on veut faire revenir l'industrie. Si je comprends bien, alors, parce qu'il me semble que M. Rousseau fait partie d'une des listes qui n'est pas la vôtre. Non. Donc vous allez voter pour lui Absolument pas. Absolument pas. Je dis qu'à cette époque-là, c'était le 27 octobre 2016 exactement, il m'a reçu pendant 1h30, nous avons travaillé là-dessus, et il m'a dit ok, on le fait. C'est M. Bonin qui s'en est occupé. Il a fait son boulot. Il a lancé. Voilà. Au moins, il y a eu cette volonté de pour au moins avoir le cahier des charges pour savoir si nous étions capables ou pas de le faire. Alors, tout ça me fait penser à une chose, c'est qu'on n'a pas encore prononcé le mot d'écologie, il faudrait quand même s'en occuper un peu sérieusement. Parce que c'est bien joli l'attractivité, l'industrie, les emplois, etc. Mais on a l'air d'oublier que le monde brûle, comme vous savez quand même. Que donc il y a un nouveau régime de changement climatique qui nous pend au nez, là, enfin, dans lequel nous sommes. Et le régime municipal, qu'est-ce qu'il peut faire pour ça ? Comment vous prenez la question, les uns et les autres, peut-être Julie? Parce que je vois que l'écologie est marquée. Écologie. L'échelon local est important parce qu'on voit qu'au national et même au niveau européen ou même mondial, ça ne sera pas la priorité. On vient de voir Macron qui a sorti toutes ces grandes mesures pour l'écologie. Donc on ne montera plus sur le Mont Blanc, c'est super, pendant que la maison brûle. Donc c'est vrai qu'à l'échelon local, on peut agir très très vite sur des choses très concrètes et rapidement.
Je pense à changer de toute façon nos comportements, ne serait-ce que par les transports. Aujourd'hui, on le voit, on est sur un territoire très rural où la voiture est vraiment indispensable aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'alternative proposée. Donc nous, c'est essayer de proposer, c'est pas essayer, c'est proposer un réseau de transport en commun qui soit cohérent et qui soit pratique. Et je pense que l'échelon local est important en ce sens-là pour changer les comportements, mais aussi les états d'esprit pour pouvoir les transporter ailleurs après. Maintenant, effectivement, on n'a pas le Mont Blanc. Oui, mais bon, c'est vrai que ça ne se fera pas seulement au niveau local, mais c'est vrai que c'est important. Après, je parle des transports, mais il y a plein d'autres choses, pardon. C'est vrai que chaque échelon a quand même ses responsabilités. Bon, déjà, le premier échelon, c'est quand même celui de l'ordre gouvernemental. C'est quand même lui, au niveau du gouvernement, sur des projets de loi ou les députés sur des propositions de loi, hein, l'Assemblée qui les vote. Et c'est vrai qu'à des moments où M. Macron était absent de la COP25 à Madrid, de moment où Nicolas Hulot est parti du gouvernement parce qu'il n'était pas entendu, ça montre bien à quel point ce gouvernement, cette majorité parlementaire, ne prend pas du tout l'environnement à bras le corps. Donc ça, c'est important de le dire. Alors on n'entend parler que d'hydrogène. A priori, notre député est très hydrogène, tant mieux, il y a peut-être beaucoup de choses à faire avec l'hydrogène, mais il faut peut-être regarder aussi plus largement ce qui peut être fait en développement durable. Nous, notre liste, Priolo 2020 énergie nouvelle, nous avons décidé d'avoir des engagements forts sur l'environnement et le développement durable, pas avoir une grande liste à l'après-vert, mais avoir vraiment des engagements, des choses concrètes. Des engagements concrets pour notre territoire. Transport en commun, vous êtes d'accord là-dessus? Le transport en commun, il y a le évidemment. soutien à la 2 fois 2 voies quand même. Il faut être cohérent aussi. Mais il faut être cohérent, mais il faut faire les choses ensemble. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du territoire qu'il faut regarder. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'aura pas de ligne ferroviaire entre Bergerac et Périgueux. On a le réseau fret qui on l'a pas. On l'a pas aujourd'hui. Donc du coup, c'est comment on peut développer... on l'a pas. Non, on n'a pas de ligne ferroviaire entre Bergerac et Périgueux. On a un réseau ferroviaire quand même qui est très bon, justement. Avec l'étoile du Buisson, on peut remettre des choses très... Ah oui, sans passant par le Buisson, sans passant par Libourne. Mais voilà, c'est deux axes qui peuvent être développés. On n'a pas un axe direct pour les citoyens, pour aller de Bergerac à Périgueux tous les jours, c'est simplement par le bus. Je parle de la RN 21. Donc voilà. C'est pour les camions quand même. On parle de doublement de la RN 21 pour les camions. Et après, faire un poumon vert à Bergerac, il faut être cohérent aussi. Il faut regarder l'ensemble des déplacements. C'est-à-dire qu'il y a l'ensemble des déplacements d'un point de vue professionnel, d'un point de vue journalier pour les citoyens, mais également tout ce qui est les déplacements doux. Et donc là, sur les déplacements doux, nous devons réfléchir à l'ensemble des déplacements sur Bergerac, avec les pistes cyclables, avec la réfection des trottoirs pour que chacune et chacun puisse se déplacer, mais également avec les transports urbains. Aujourd'hui, les transports urbains, au niveau de l'agglomération, les recettes, c'est 30 000 euros. 30 000 euros de recettes du transport urbain. Je pense et je souhaite qu'on arrive à la gratuité de l'ensemble du transport urbain à Bergerac et en mettant des lignes supplémentaires. On a vu la réussite de la navette gratuite Cœur de Ville qui a été mise en place. La réussite, c'est grâce à la gratuité, grâce à la fréquence, d'avoir toutes les 13 minutes le bus qui repasse au même endroit, et également la matérialisation au sol de cette ligne. Et donc nous devons aller vers l'ensemble des quartiers et ramener vers le centre-ville, permettant ensuite de pouvoir repartir sur les autres quartiers. Et donc c'est en mettant un maximum de navettes en place, la gratuité et la matérialisation, qu'on pourra avoir un vrai réseau de transport urbain à Bergerac. Et les 30 000 euros que la CAB pourrait perdre si on ne mettait plus de tarification, on peut le récupérer via le versement transport. Demander aux grandes entreprises de pouvoir financer l'ensemble des déplacements urbains de Bergerac. Bien sûr, nous devrons le travailler avec les chefs d'entreprise, avec les chambres consulaires, de façon à leur dire qu'ils auront eux-mêmes un service supplémentaire. Leurs propres salariés pourront prendre les minibus gratuits de façon à aller sur leur lieu de travail. Le poumon vert, tu l'as évoqué, c'est vrai que Pombonne est un poumon vert à Bergerac, je l'ai évoqué dès le départ de la campagne. Nous devons continuer le développement, parce que c'est un site qui est apprécié de l'ensemble des Bergeracois, qui permet la biodiversité, d'avoir une zone naturelle, d'avoir une zone baignade, une zone de promenade pour l'ensemble des personnes. Et nous devons favoriser ces poumons verts également sur la rive gauche. Parce que ça, c'est très important pour nous, d'avoir sur la rive gauche des lieux également verts, de façon à ce que les gens puissent aller se promener. On a évoqué, j'ai souhaité l'évoquer, sur le développement durable, c'est également la propreté. Aujourd'hui, on a quand même l'incivilité de nombreux Bergeracois face à la propreté. Et donc, c'est pourquoi j'ai décidé que je prendrai en tant que maire un arrêté municipal obligeant tous les propriétaires de chiens à avoir des sacs de déjection canine sur eux, de façon à pouvoir mettre dans les poubelles. Mais ça veut dire que les élus doivent d'abord mettre en place les moyens nécessaires pour cela. Nous devons rajouter du mobilier urbain pour les mégots de cigarettes, du mobilier urbain pour les poubelles. Tout ce mobilier urbain-là qui est nécessaire pour que les citoyens puissent s'en servir.
Et ensuite, ce sera la phase où on devra mettre des amendes pour ceux qui ne veulent pas le comprendre. Ok. Alors sur l'écologie. Je préfère parler d'environnement. Oh, d'environnement. L'écologie. L'écologie, c'est politique, l'environnement, c'est citoyen. Alors, Ah bon? Voilà. Enfin, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Mais sur Bergerac, il y a quand même des choses qui sont connues depuis des années. Par exemple, la canalisation d'eau usée de la rive gauche, qui traverse la Dordogne, qui n'est pas en très très bon état. On a un jour pensé à ça pète. Voilà, exactement, parce que là, on parlera de désastre écologique, si ça venait à lâcher. Donc il faudra un jour quand même s'y pencher. Il faudra se pencher aussi un petit peu sur la perte qu'il y a sur le réseau d'alimentation en eau. On est entre 10 et 15% de pertes qui sont quand même payées par les Bergeracois. Parce que l'eau, elle est quand même facturée à la sortie du forage. Donc les Bergeracois paient 10 à 15% d'eau qui s'infiltre dans le sol, qui est perdue, mais ils le paient quand même. Donc il faudra quand même un jour peut-être penser à réduire tout cela. Et puis voilà, ça c'est l'environnement. Donc effectivement, après, les transports effectivement sont à prendre en compte. Il faut quand même bien ne pas oublier quand même que Bergerac, c'est 7 fois Périgueux en superficie. C'est énorme, c'est une ville. Alors les gens pensent que, effectivement, comme on est compte Périgueux, non, Périgueux c'est tout petit. Et Périgueux, effectivement, a mis un réseau de transport en commun un peu plus évolué que celui que nous on a sur Bergerac. Donc, effectivement, s'en inspirer, ça serait pas un luxe, mais en n'oubliant pas que c'est 5600 hectares Bergerac. C'est quand même très, très, très étendu. Donc, voilà. Et puis, le transport est surtout géré par la CAB. Donc, le maire peut faire des propositions, mais au niveau décisionnaire, c'est très peu justement de sa décision. Donc c'est de grosses tractations, mais il faudra voir aussi, là ça n'engage pas que l'élection municipale, le maire pourra être celui qui sera, celui que les Bergeracois auront choisi, mais il y aura aussi un président de la CAB qui sera choisi, peut-être qu'il ne sera pas en adéquation politique avec le maire que nous aurons choisi. Alors justement, je voulais revenir en arrière sur cette notion de commune et d'intérêt de la commune. Nous sommes tous à dire que ces Comcom, ces CAB sont merveilleuses d'harmonie et que les petites communes ont réellement leur mot à dire et profitent de la mutualisation des investissements. Je crois que là tout de même c'est allé un peu trop loin. Je crois qu'effectivement c'est normal d'essayer de gagner de l'argent, en tout cas de mutualiser les efforts, mais je crois que le découpage français de nos territoires ne font pas la part belle aux communes, c'est clair. Il faut visiter les 38 communes qui composent la CAB pour comprendre qu'il y a tout de même des grincements dedans. Et ces grincements dedans s'expliquent aussi parce que très souvent, celui qui est le chef de la CAB, eh bien un jour, peut-être, on devra l'élire au suffrage universel, plutôt que de passer par des petites combines, au fond, de partis politiques et de réseaux qui imposent... M. Garrigue dit ça depuis très longtemps. Hein. Oui, mais enfin, il lui joue également, à mon sens... il ne peut pas changer la loi comme ça. Il ne peut pas changer la loi, mais on peut quand même se positionner et dire un certain nombre de choses. Il y a un mouvement en France qui n'est, à mon avis, quand même pas dit... voilà. Donc l'intérêt de la commune, à l'heure actuelle, commune dont on sait que l'avenir va peut-être lui ouvrir les portes, parce que je ne sais pas si les villes vont continuer à nous héberger autant qu'elles le peuvent et qu'elles le disent, et donc on sera peut-être des terroirs d'aménagement pour recevoir des populations, et je pense que faire cette croix sur les communes rurales, les petites communes, c'est à mon avis anti-démocratique, et ça porte en gêne la défiance que les gens ont pour le patron de la CAB, le patron d'une Comcom, et qui est là, parfois, pas toujours, comme un baron local, à décider des choses un petit peu... du coup, on pourrait peut-être terminer par là, puisqu'on parle d'interco je suppose que personne d'entre vous n'est pour la suppression des communes, évidemment. Non, mais c'est quand même catastrophique ce qui se passe suite aussi à la loi NOTRe. C'est l'échelon communal est menacé. Et on le voit que les citoyens sont éloignés des centres de décision de plus en plus, alors que c'est vraiment un lieu de proximité qui aujourd'hui est plus qu'important, qui est réclamé par les citoyens. Mais si on prive les communes des services publics... Voilà. Et tout ça, effectivement, on le voit que c'est une ambition aussi et qui ne remonte pas de... on ne va pas tout mettre sur Macron, c'est depuis longtemps qu'on détricote tout ce maillage territorial sur
au niveau du pays. Vive les 36 000 communes. Vous avez évoqué plusieurs sujets, alors je ne suis pas d'accord avec vous sur le baron local du président de la CAB. Il faut pas Non, mais je ne parle pas de la CAB. Il ne faut pas exagérer non plus, quand même. Non, mais je par dis contre, que les institutions peuvent amener la création de baronisation. C'est toujours bien de préciser. Par contre, c'est vrai que la création de l'agglomération, enfin les Comcom au début et CAB maintenant, la mutualisation des services, et je le dis, elle ne doit pas se faire au détriment du service public. Et c'est avant tout ça, d'abord, que l'on doit regarder, c'est le service public, ce que l'on souhaite comme service et le service au public. Ça, c'est la première chose. Sur l'élection au suffrage universel direct des intercos, je suis tout à fait d'accord avec vous, et je serais ravi qu'un jour ça puisse se faire en France, parce qu'il y a de plus en plus de pouvoir, il y a de plus en plus de compétences aux agglomérations, et l'électeur ne peut pas les lire directement. Bon. Après, on doit faire avec la loi qui est en cours. Et la loi qui est en cours, c'est chaque maire est élu, il y a un fléchage sur les candidatures, nous siégeons ensuite en conseil communautaire et nous élisons les membres du bureau. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un marchandage permanent au sein de l'agglomération, c'est un travail constant avec l'ensemble des maires de l'agglomération. Et donc la ville de Bergerac se doit, la ville de Bergerac se doit d'être représentée dans le bureau de l'agglomération. On l'a vu, et c'est pourquoi nous souhaitons maintenir et continuer l'Alliance Ville-CAB, parce qu'on a vu en 3 ans des projets sortir de terre et terminer grâce à la relation ville de Bergerac-agglomération et le travail main dans la main qu'on a pu faire. Le parc aqualudique, la maison des vins du tourisme, la véloroute voie verte, tous ces grands investissements sur le territoire ont eu lieu grâce à l'Alliance Ville-CAB. Et donc la ville de Bergerac se doit d'être représentée au bureau de l'agglomération et travailler avec les maires. Mais tous les maires seront élus dans leur commune et nous travaillerons tous ensemble, quelle que soit l'étiquette politique du maire. Parce que c'est pas ça qui compte, c'est pas l'étiquette politique du maire qui compte, c'est la volonté que l'on a tous à travailler ensemble dans l'intérêt du territoire. Et alors peut-être que c'est... Bien sûr qu'on vous croit. Mais le problème, c'est la distinction. Quoi. Pas le choix. Alors, on ne va pas revenir à la discussion du début. Dites-moi, alors ça va faire bientôt 1 heure qu'on est là. Vous avez dit que 1 heure, ça suffisait largement. Moi, je ne suis pas d'accord, je continuerai bien à discuter. Je te passe la parole dans... Oui, j'ai quand même deux petites choses. Laisse-moi finir. La dernière question, pour leur laisser le temps de réfléchir, c'est une question tactique. Enfin, c'est 35 personnes pour être sur la liste pour Bergerac demande 35 personnes. Et j'aurais voulu savoir si ça va, enfin de ce point de vue-là, si vous êtes content de la formation de cette liste, si et en quoi, qu'est-ce que là encore fait, qu'est-ce qui fait sa spécificité à vos 35 bons hommes et bonnes femmes par rapport aux autres, quoi. Alors, vas-y, tu voulais ajouter? Alors voilà, moi je vais... Ah, ça y est, il va nous lire un truc. Alors, on va de sujet en sujet. On peut finir sur ce sujet et passer sur le sujet suivant après, si vous voulez. Non, il veut juste dire un truc. Non, je veux dire simplement, parce que si le temps est écoulé, je vais vous remettre les 30 engagements d'Anticor pour une politique qui semble-t-il, et pourrait avoir un peu plus d'aile dans la déontologie. J'ai regardé tout à l'heure le programme de M. Priolo, mais je vois la codécision, une méthode, oui, mais tu cherchais Anticor? Non, Anticor ou un autre, peu importe. On n'a pas d'étiquette politique. Non, moi je cherche dans les engagements généraux et je ne veux pas de dernière page, mais au moins vous parlez tout de même de codécision, alors qu'il y a des listes qui ne parlent... Je parle de transparence aussi de la vie publique. Qui ne parlent de rien. Vous savez... Et je parle de l'accès à l'information. Si vous êtes élu, la loi vous oblige à avoir un déontologue, c'est-à-dire d'intégrer le mot déontologie, et personne n'en parle. Je suis un petit peu étonné que ni l'éthique et au fond, la participation, qui sont un peu nos maîtres valeurs à Anticor, mais Anticor a plein d'autres associations, eh bien ça ne figure pas dans l'âme des citoyens qui se présentent. C'est tout ce que je voulais dire. Personne n'en parle, vous avez qu'un document. Et après, c'est dommage que tout le monde soit pas là. Parce qu'effectivement, parler déontologie, pour tout le monde, c'est difficile. Je sais que le vôtre porte ses valeurs. Et vous avez le mot probité. Vous n'avez pas lu en détail. Oui. Après, la déontologie, moi, ça fait partie de mon métier au quotidien. Voilà. Ah oui, mais votre métier... Forcément, après, dans la vie courante... Ils veulent une réglementation qui assure, qui les garantisse que le retour de la confiance. On peut toujours rêver.
Comme si la confiance pouvait se signer par contrat. Parce que vous pensez, parce enfin, qu'une personne qui va vous dire, je suis d'accord avec tout ça, avec tous vos écrits, simplement parce qu'elle vous dit qu'elle est d'accord, vous pensez qu'elle va tout respecter et que forcément, elle est ce que vous attendez qu'elle soit. Si vous aviez lu la loi NOTRe, vous verriez que quand Oui, vous serez élu, pas, vous allez être obligé de faire un règlement intérieur. Et dans ce règlement intérieur, vous avez tout votre fonctionnement qui est décrit. Donc, si vous ne mettez pas la participation, si vous ne mettez pas le référendum, si vous ne mettez pas l'éthique, eh bien, effectivement, on saura Bref, de quelle est-ce voie que- vous Alors, prendrai ce mec, hein, si vous êtes élu. Une question, mais justement, j'en viens. Est-ce qu'Anticor sera prêt à travailler avec l'équipe municipale Bien suivante sûr. sur ce règlement à intérieur? l'évidence, puisque Et le règlement vous serez intérieur invité à une peut être commission, fait dans les 6 mois de à une l'élection. commission spécifique Ça y est, Alain, à tu as cette trouvé charte du qui boulot. sera rédigée. À titre bénévole, on est bien Bien d'accord. sûr, bah, ça, Mais ça nous va très bien parce on que ne rêve pas, on ne rêve pas. Bon, ça c'est dommage. Mais enfin bon, bref. Les rêves Alors, sont interdits, cher. les 35, vous nous en parlez un petit peu, enfin vous présentez les choses comme ça. Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre liste à 35? Ben alors, je vais commencer pour Vas-y, le coup, vas-y, parce vas-y. qu'on est on est une liste un petit peu particulière, parce qu'on a décidé de ne pas avancer masqué. Donc c'est vrai que nous, on a décidé de mettre nos étiquettes, qui sont celles d'Europe Écologie, France Insoumise, Parti communiste, Génération S et des citoyens. Donc 5 formations. Et 5, Parti Toxitan. Et Parti Toxitan. Du coup, je répète pareil. Toxique. Non, mais voilà, du coup, 5 formations, 35 élus, enfin 35 candidats, donc cette fois c'est 35. Donc on a fait la d'accord. parité. D'accord. Les 5 premiers sont les 5 représentés, les 10 en suivant 5 représentés. Et c'est ce qu'on a voulu aussi dans cette démarche-là, pour pas qu'il y ait d'hégémonie justement de partis politiques. Et donc voilà. Ok. Ça s'est fait par tirage au sort entre les 7 ou les 5? Non, chaque formation a présenté un candidat qui a été mis au vote. Ok. Voilà, il s'avère que... Et c'est qui tombé. votait alors? Eh bien, les 5 formations, 3 par formation, donc 3 par formation, 3 pour d'accord. le Parti communiste, 3 pour Ok, Génération, d'accord, c'est etc. une espèce de- Voilà. C'est ce qu'on on a appelé le vote pondéré, c'est une C'est démarche. ça. Voilà, C'est ça, donc, c'est ça. Ok. voilà. Très bien. Ben, une belle liste puisqu'elle a été présentée au fur et à mesure du temps. Vous le savez, il y a des élus Ton photo, en sortants. tout cas, ça c'est sûr. Il y a des élus sortants qui ont souhaité renouveler l'action municipale. Et donc, dont je fais partie, parce qu'aujourd'hui je suis adjoint au maire à Bergerac. Et puis des nouvelles personnalités, des hommes et des femmes bergeracois qui ont souhaité s'engager à mes côtés. Ils ont des compétences, ils ont de l'expérience dans leur domaine respectif. Et aujourd'hui, je crois en leur probité, en leur sérieux. Certaines vertus qui sont importantes dans la vie municipale. Et je sais que chacune et chacun souhaite vraiment s'investir une fois élu sur les différentes délégations. C'est-à-dire qu'on n'avance pas masqué non plus. C'est une liste de rassemblement. J'ai des gens de tous bords politiques, sauf les extrêmes, sur ma liste. Nous aurons à cœur de travailler pour Bergerac et pour le territoire bergeracois sur l'ensemble du mandat. Au niveau des élections nationales, chacun fera ce qu'il souhaite au niveau des législatives et présidentielles. Et c'est vrai que c'est une équipe avec une énergie nouvelle qui est insufflée pour Bergerac. Comme son nom l'indique. D'accord. Dites-moi juste un truc. La parité, ça marche toujours? C'est Obligatoire. Obligatoire. Ouais. Ok, et vous? Moi, c'était un petit peu différent puisque j'ai monté, comme vous l'avez dit au départ, une assemblée. Mon travail, quand j'ai créé l'Assemblée des droites nationales en juin 2016, ce n'était pas de créer un mouvement de politique. Vous ne vous sentez pas visé quand il dit « nous, c'est tout le monde sauf les extrêmes » Je ne suis pas extrémiste. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Donc je ne suis pas visé du tout. Je laisse l'appréciation à chacun de me classer dans telle ou telle catégorie. Il n'y a pas de souci. Qu'on me dise ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait d'extrême. Il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai créé une assemblée simplement parce que quand j'ai quitté effectivement le Front National où j'ai été candidat colistier plusieurs fois, candidat au départemental, quand je me suis rendu compte effectivement qu'il n'y avait aucun travail de fait et qu'en fin de compte tout descend de Le Paris. Front National non plus, vous ne diriez pas qu'il est extrême du temps où vous y étiez? Il est de moins en moins extrême. De moins en moins extrême. Parce que bon, je vois pas ce qu'il y a d'extrême, il n'y a rien. Non, ça devient de plus en plus une parce coquille que vide c'est à ça qu'il au niveau pensait, local, je pense. au niveau local, et ça ne vous sera pas quand même sorti de l'esprit. Vous aurez quand même vu qu'il n'y a aucune réunion publique faite par le candidat, il n'y a rien de fait. Donc c'est toujours pareil, on revient au moment des élections. C'est pour ça que j'ai quitté. Le jour où j'avais quitté, j'avais montré effectivement un fameux
prospectus et tracts pour les régionales, qui avait pris 5 minutes pour le faire, quoi. C'est ça le travail. Donc moi j'ai quitté ce mouvement pour créer l'Assemblée, pour faire le travail. Donc on a fait 34 réunions mensuelles de travail, donc depuis août 2016. Et donc aujourd'hui, moi mon but c'est de faire une liste d'alliances. Effectivement, donc j'ai plusieurs partis on va dire de la droite nationale qui ont accepté en Dordogne de faire liste commune, sauf une qui est la plus importante. Donc on pousse jusqu'au bout. Le RN, oui. Pour décider qui les regarde. Mais il y a tellement de listes de droite nationale. Ah oui, je ne suis pas assez au courant. Mais vous avez Debout la France qui a accepté, M. Poisson en Dordogne a accepté, son mouvement a accepté de faire alliance avec nous, le PDF aussi. Donc voilà, ça en fait déjà quand même quelques-uns. Le seul qui ne veut pas faire d'alliance, c'est un mouvement qui s'appelle Rassemblement. C'est quand même incroyable. C'est quand même un mouvement qui... Il faudra nous expliquer pourquoi au niveau national, au moment des présidentielles, le Rassemblement national accepte de faire alliance avec des LF. Et au plan local, quand une liste monte sur Bergerac, on n'accepte pas, c'est interdit. Donc il faudra quand même qu'on nous explique. C'est quand même... parce qu'ils ne vous aiment pas. Tout à fait, c'est simplement une chose qui se passe entre le patron et la tête de liste RN et moi, c'est tout. Voilà. Donc tant pis pour lui. Il y a dans plusieurs, j'ai discuté avec plusieurs médias et tout ça, et l'autre jour nous étions à des vœux d'une personne de Bergerac et nous nous sommes retrouvés avec plusieurs candidats à la fin, dont Adi Benfedou, Dominique Rousseau et puis Madame Gauthier. Tout le monde est d'accord pour dire que s'il y avait une liste d'alliance au premier tour, ça ferait sur Bergerac certainement un gros score, bien plus que ce qui avait été fait en 2014. Donc voilà, un seul type peut empêcher ça. Ça suffit à empêcher. Les gens vous le disent, encore ce matin j'étais sur le marché, les gens sont outrés de nous voir nous diviser. Donc le fameux plafond de verre, en fin de compte, il est de notre côté, c'est nous qui le créons, quoi. Simplement, nous n'arrivons pas à faire d'alliance, c'est tout. Donc en fin de compte, voilà. Mais vous avez vos 35 ans? Pas encore. Il m'en manque encore 6. Ah d'accord. Donc je travaille. Appel au peuple. Non, je préfère rencontrer parce que bourrer les listes ou faire appel à des adresses de complaisance. Ah d'accord, ok. Voilà. Très bien. C'est le cas du RN. Oui. Le cas du RN. Le tête de liste RN n'est pas de Bergerac. Ok. Pas de délation. Putain. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'on a oublié des trucs que vous auriez aimé dire? Il y a toujours tout plein de sujets qui peuvent être abordés. Oui, c'est ça, finalement. Bon, ça, on disait 1 heure, mais 3 la prochaine fois. Bon, mais moi, je vais juste terminer par une question embêtante pour M. Perronnet. Dites-moi. Parce que je ne vous connais pas, mais j'avais vu votre tête sur une affiche qui m'avait fort déplu. Ah, cette fameuse affiche. Oui. Que nous avons retirée tout de suite. Ah bon, c'était une erreur? Non, absolument pas. Mais toutes les réunions que j'ai fait, moi, les réunions de travail, tout se passe, tout est voté. Ouais. Donc moi, personnellement, j'aurais pas mis. Je rappelle peut-être comment. Vous pouvez rappeler vous-même, parce que je vais peut-être dire. Bergerac, ville du Périgord, pas de l'islam. C'est ça. Voilà, c'est tout. C'est ce que l'on avait trouvé tout à fait dépressif. Effectivement, à cette époque-là, c'est tombé au même moment où il y a eu l'attaque de la mosquée, oui, et la même semaine, et on a noté quand même que le premier magistrat de la ville s'est empressé de dire ça tombe au même moment où il y a l'affiche de l'ADN. Vous êtes du coup cogné une manif anti... Exactement, exactement. Donc j'ai envoyé un courrier à Madame la procureure pour lui dire que nous retirions notre affiche. Ça veut dire quoi? Vous vous excusiez? C'était une maladresse? Absolument pas, absolument pas. Une maladresse ou comment? Absolument pas. Pourquoi vous l'avez retiré? Je l'ai retiré pour apaiser les pour la paix des ménages. Tout à fait. Il nous en reste 250 et... Regardez-les, ça va faire... Non, ils partiront à la poubelle, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais c'était l'expression de mon mouvement. Ouais. Et moi, pour tout vous dire, c'était le slogan que moi j'aurais mis à cette époque sur l'affiche, c'était « Et si nous le faisions ensemble ?» Voilà. C'était et a été voté donc en réunion de travail pour ce slogan-là. Donc nous l'avons mis. Ah oui, pas de chance. Très bien. C'est pas un souci. Franchement. Ok, ça vous va? Merci, camarades techniciens et caméra woman. Merci à vous surtout. Merci à vous. Tant pis pour les autres qui n'étaient pas là. Merci pour votre invitation. Oui, moi je pense qu'il faut effectivement vous féliciter d'avoir accepté. Et on devrait avoir moi, des débats. Je porte un regard plutôt attristé sur les autres listes qui n'ont pas cru devoir se mélanger à vous. J'espère qu'ils n'ont pas eu peur de la présence d'anticorps, c'est tout. C'est possible.
Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci.